Bienvenue dans l'entretien de C-Lever. Chaque mois, nous prenons le temps d'échanger avec un patron ou une patronne de PME et ou de TI pour qu'il nous explique son histoire, l'histoire de son entreprise, sa vision de la stratégie, comment il se ressource, etc. Pour cet épisode, nous allons échanger avec Jean-Paul Genoux. Jean-Paul Genoux, c'est le dirigeant de Dymo Software. Dymo, c'est un éditeur et intégrateur logiciel, fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, des logiciels de gestion, super entreprise, avec un historique incroyable. Donc dans cet épisode, nous allons évidemment raconter l'histoire de Dymo, l'histoire de Jean-Paul également, son histoire avec ses 7 associés, parce que créer une entreprise à 7 associés, c'est jamais très simple. On va parler engagement, on va parler international, on va parler de tas de choses. Je suis Camille Brodac, dirigeant de Seabirds. Seabirds est une entreprise qui accompagne les PME et les ETI dans leurs orientations stratégiques, leurs opérations de cession et de croissance externe. Chaque étape a été de l'apprentissage. On n'était pas né pour devenir chef d'entreprise. Donc Guillaume décède, il a fallu physiquement consoler les gens qui pleuraient. Pas de gros paris, des petits paris réussis, pour la plupart. À l'heure du digital, en 3 clics, on est capable de parler à n'importe qui dans le monde. Et je dois dire que ce serait à refaire, on ne referait pas comme ça. Très rapidement, cette école m'a donné des coussins d'air sous les pieds. Ces jeunes sont admirables. Il y a beaucoup qui étaient en dehors du système scolaire et l'école 42 permet de les faire revenir et de leur permettre d'accéder à un diplôme. Avant de commencer, petite actu de Seabirds. On est très content parce qu'on vient d'accompagner Instalux qui a acquis auprès du groupe Vigilance la société SVF. Donc Instalux fait des cloisons pour l'habitat et SVF fait des cloisons coupe-feu, donc on est très content de cette opération. Et à présent, place à Jean-Paul. Bonjour. Eh bien écoutez, ravi, bonjour. Pour commencer cet entretien, Jean-Paul, tu es dans une machine à voyager dans le temps, tu rencontres Jean-Paul qui a 25 ans. Qu'est-ce que tu lui dis ? Fonce. Voilà, fonce, n'hésite pas. 90% de tes peurs ne se réaliseront pas, donc allez, mets la première, la deuxième, la troisième. Et quel conseil tu aurais aimé avoir à ce moment-là ? Celui-ci. Pourquoi avoir entrepris ? Quel était le déclic ? Alors, l'entrepreneuriat a été une chance et un hasard. Si je te raconte l'histoire en quelques mots, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Sergue Finance, un dirigeant Jean-Pierre Aumillac, et on travaillait dans une agence basée à Lyon. Et Jean-Pierre, un jour, a proposé à cette agence de devenir indépendante, et c'est comme ça qu'on a pu entreprendre en créant Dymo Gestion. Dans cette agence, il y avait 12 personnes. Sur les 12, 6 décident de créer Dymo Gestion. On se partage le capital, pas de majoritaire, et on devient entrepreneur sans même le savoir. C'est-à-dire que vous avez racheté une activité ou vous avez développé from scratch ? On a racheté une activité. On est parti avec des clients, avec des collaborateurs, avec l'envie très rapidement de devenir indépendant, c'est-à-dire de lancer de nouvelles activités pour que Jean-Pierre, que nous connaissions bien, ne nous rattrape pas et ne nous demande pas de revenir au bercail. À quel moment, quel a été le point de bascule de ce projet où vous êtes 6 avec quelques collaborateurs à vraie entreprise, vraie PME, au moment où tu ne connaissais pas forcément le nom de chacun de tes collaborateurs ? Alors, la chose particulière, c'est que, contrairement à beaucoup d'amis entrepreneurs, je n'ai jamais vécu de passage. On parle souvent du passage des 50 salariés, des 100, des 200. On est monté à 450 salariés, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je n'ai jamais vécu ce passage. Chaque étape, si tant est qu'il y en ait eu, a été de l'apprentissage, puisque on n'était pas né pour devenir chef d'entreprise. Donc on a appris sur le tas, comme on dit, et il n'y a pas eu de passage particulier. Voilà, il n'y a pas eu de moment où on s'est dit, en tout cas je me suis dit, tiens, c'est différent. Alors certes, certains des 6 regrettent encore le temps où nous étions 12. Dans mon cas, à chaque étape, ça a été une progression du nombre de collaborateurs, progression dans l'éventail des sujets traités. Donc j'ai jamais remarqué finalement de marche. Ça a été une croissance linéaire et beaucoup de plaisir à chaque étape. Et si on revient sur les étapes, quels ont été les grands jalons de développement de Dymo ? Alors le premier, ça a été 95, donc il y a 31 ans, quand Jean-Pierre Aumillac nous propose de devenir indépendant. C'était inimaginable et on n'a pas forcément compris au départ ce que cela signifiait. Ça voulait dire créer une société, passer d'agence à distributeur. Voilà. La deuxième peut-être étape,
Ce fut le rachat de notre première entreprise. C'est en 2002, on en a acheté 9 au total, 9 acquisitions, 4 cessions, et je dois dire que ce serait à refaire, on ne referait pas comme ça. En fait, on avait rencontré quelqu'un qui nous plaisait bien, on a tapé dans la main, on n'a pas vraiment mis de juridique derrière tout ça, et on l'a un peu regretté, pour tout dire. Donc ça a été une étape importante. Et puis d'autres étapes, chacune des acquisitions. La première acquisition à l'international, on a fait une au Canada, une en Irlande et une en Angleterre. Chacune de ces étapes ont été particulières. Alors je dois te faire une confidence. Je parle très mal anglais. Et il a fallu aller chercher des boîtes en Angleterre. Voilà, donc ça a été des moments. Et comment t'as fait ? Angleterre, Irlande, je me suis lancé, quoi. Et puis j'ai un petit secret. J'ai une assistante en or, donc il suffit d'un regard pour qu'elle me traduise le mot qui me manque. Elle parle anglais. Couramment, espagnol et français, heureusement. Dans ton parcours entrepreneurial et dans le parcours d'Imo, quelle place a la chance ? Énorme. Si Jean-Pierre Aumiac ne nous propose pas de créer d'Imo Gestion, mais à quel moment devient-on entrepreneur ? Aucune idée. Je me pose souvent cette question. Voilà, donc cette chance, on a su la saisir. Quand on nous l'a donnée, on s'est mis en action. T'aurais fait quoi sinon ? Aucune idée, je me pose souvent la question. En tout cas, ce que je sais, c'est ce que je fais me plaît beaucoup. Et je me dis que si je n'avais pas eu cette chance, est-ce que je l'aurais créé ? Peut-être pas. Me connaissant, peut-être que oui. Premier chiffre d'affaires international ? Alors, on a essayé l'international par nous-mêmes. On s'est fait accompagner mal, d'ailleurs, mais c'est notre faute. Et réellement, l'international s'est développé quand, en 2009, on a racheté une entreprise à la barre du tribunal. Elle s'appelait E-Tech International. Il y avait le mot international, mais c'était une réalité. Il y avait un pourcentage non négligeable, je pense 30% du chiffre d'affaires qui venait de l'international. On fait cette acquisition qui venait rejoindre la première acquisition, celle que nous avions faite en 2002. De 2002 à 2009, on s'est gratté la tête en se disant « mais qu'est-ce qu'on fait de cette activité ?» C'était une activité dans le domaine de la GMAO, alors un acronyme qui veut dire gestion de maintenance assistée par ordinateur. Il faut imaginer une usine, il y a des machines, il faut faire de la maintenance préventive, curative, gérer des stocks de pièces de rechange. 2002, on rachète cette entreprise. 2009, on en rachète une autre dans le même domaine à la barre du tribunal, et de 2 activités qui ne fonctionnent pas bien, celle chez nous et celle qu'on rachète, on en fait une société qui s'appelle Dimomint et qui a bien fonctionné. Et donc, par rapport à ta question de chiffre d'affaires international, il est arrivé en fait, il est arrivé, et on a simplement mis des règles et des méthodes pour accélérer. Comment tu as financé tout ça ? Alors, la bande de 6 est une bande de bons pères de famille. C'est assez petite, hein, avec un esprit un peu paysan, avec du BSP, du bon sens paysan, et peut-être un peu d'oursin dans la poche. Donc en fait, on a tout autofinancé, que ce soit les lancements d'activités, puisqu'on a lancé pas mal d'activités, à un rythme de tous les 2 ans, on lançait une nouvelle activité, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et on a fait 9 acquisitions, tout autofinancées. Un peu de dette quand même ? Alors oui, on a pris de la dette quand l'argent valait 0. On s'est dit qu'il valait mieux. Il y a une petite expression qu'on aime bien, qui est une expression, je crois, des Pays-Bas, c'est « il faut réparer le toit quand il fait beau ». Donc, quand l'argent ne valait rien, on s'est dit « on va prendre cet argent, on va le thésauriser, mais on n'en avait réellement pas besoin ». On va parler de la gouvernance. Comment ça se gère une boîte avec 6 associés ? Ah ben, est-ce que tu connais l'image du bourdon ? Ouais. Le bourdon, c'est un insecte qui, par sa forme et son poids, ne peut pas voler. Les ingénieurs ont calculé, c'est impossible. La seule chose, c'est qu'il ne le sait pas. Eh bien, une gouvernance assise, c'est compliqué. C'est compliqué. Sur le papier et à l'école, souvent, école de commerce, école de management, on t'apprend que c'est pas bien possible. Souvent, on te dit même, tiens, 2 associés, il en faut un qui est 50,1% et l'autre 49,9%. Eh bien, nous, ça a fonctionné et ça fonctionne.
Ça fonctionne si bien qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres. C'est-à-dire 31 ans après la création, on s'amuse encore plus qu'au début. Voilà. Alors, le mode de gouvernance est assez simple finalement, décision à l'unanimité. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « je ne sens pas cette décision pour que nous ne fassions pas ». Alors, le revers de cette pièce, ou de cette médaille, c'est qu'on peut être très lent à prendre des décisions. Si une décision qui me paraît évidente eh bien, est retenue par un de mes associés que j'adore et qui me dit « bah non, mais je le sens pas », eh ben on va pas le faire. Et on est passé à côté d'opportunités. Et ça crée pas de la frustration ? Ponctuellement, si, mais c'est pas gênant, c'est la règle. À partir du moment où on connaît la règle, pas de problème. Et entre 6 collaborateurs et quasiment 200 aujourd'hui, et un peu plus avant, on en parlera tout à l'heure, la gouvernance a toujours été la même ? À peu près. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop varié. On a intégré 3 personnes extérieures donc dans notre COMEX qui sont arrivées assez rapidement après la création de Dimo, et je dois dire que on a fait des sauts grâce à eux. Voilà, on a recruté Christian, Hervé et Hélène qui nous ont fait progresser sur différents sujets. Voilà, mais la gouvernance est restée à peu près identique. Mais vous vous répartissez comment, en fait, les droits et devoirs et puis les missions de chacun, comment ça se passe ? La chance énorme, c'est qu'on est très différents. Très, très différents. On a des valeurs communes, donc la différence ne porte pas là-dessus. Cette envie de créer en commun, cette envie du partage. Néanmoins, on est différents. Sur les 6, il y avait 4 commerciaux, plutôt d'origine commerciale, et 2 plutôt consultants, donc personnes qui mettent en œuvre les solutions. Pas de tech. Eh ben non. Et c'est Christian qui est venu nous renforcer quand on a créé Nautilus. Parce qu'on n'avait pas de développeurs. Au début, on était distributeur de solutions, pas développeur de solutions. Donc on a appris en marchant. Et donc cette chance énorme qui est d'avoir finalement des caractères ou des savoirs un peu différents. Un respect mutuel, je pense que ça c'est un très 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 important. Et le temps a finalement orienter les positions des uns et des autres sur le terrain de jeu. Voilà. Et les choses se sont faites naturellement, tranquillement, et chacun a trouvé sa place sans vouloir prendre la place de l'autre. Il y a 3 ans environ, Guillaume Mullier, qui fait partie de la bande des 6, décède dans une avalanche. Donc ça a été un drame humain incroyable, mais surtout qu'il était impliqué dans des tas de choses. C'était quelqu'un que tout le monde adorait. Au-delà de ce drame humain, comment vous avez fait pour protéger l'entreprise ? Alors, comme tu le dis, ça a été un drame humain pour toute l'entreprise qu'il était plus qu'apprécié. Voilà. Donc ça a été un choc terrible quand on apprend cette nouvelle subitement, forcément, à une semaine d'un événement qu'on organise depuis plus de 25 ans, qui s'appelle le Forum Dimo. Donc Guillaume décède, il a fallu consoler, physiquement consoler les gens qui pleuraient. Il a fallu communiquer avant ça. Il a fallu rassurer sur le futur. Qu'est-ce que vous allez faire ? Le fait que nous soyons 6 associés, pas de majoritaire, faisait aussi que le capital n'était pas dans les mains d'une personne. Comme tu l'as souligné, Guillaume était très investi sur beaucoup de sujets, sur la place lyonnaise et pas qu'à Lyon. Donc il était notamment président de 60 000 rebonds. Dans l'entreprise, il avait pris un peu de recul. Voilà, donc au quotidien, il n'était pas au quotidien sur les actions et les décisions. Voilà, donc un drame humain incommensurable, une tristesse profonde et une volonté de poursuivre l'œuvre. De se dire, ben voilà, il faut qu'on poursuive, il faut qu'on continue, de garder les valeurs, bien évidemment, garder l'entrain malgré la tristesse et continuer la croissance. Voilà. Et quel est ton rôle chez Limo ? Des fois, je me pose la question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais les bonnes choses, pas les bonnes choses ? C'est d'essayer de comprendre et de voir ce qu'on peut faire dans le futur.
La vision, alors je suis pas le seul, bien évidemment, on travaille à 6 et même au-delà, puisque on aime bien faire ce qu'on appelle les visions partagées. Alors ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Les visions partagées qui ont embarqué depuis plus de 20 ans l'ensemble des collaborateurs sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les 3 prochaines années. C'est d'être un animateur, toujours cette idée d'avoir des projets, soit internes, soit d'acquisition, de développement, voilà. Et puis de gérer le quotidien, c'est-à-dire à la fois être centré sur le problème, si tant est qu'il y a un problème qu'il faut solutionner, et on aime bien ne pas laisser sous le tapis les problèmes, voilà. Et puis essayer de voir le plus loin possible, voilà, pour donner une direction, et sachant que ce travail est un travail collectif. L'organigramme idéal pour toi, c'est quoi ? Pour moi, il n'y a pas d'organigramme idéal. Je dirais que pour voir et parler pas mal avec des amis qui sont soit dirigeants, soit salariés d'entreprise, pour moi, l'organigramme idéal, c'est celui que l'enfant de 10 ans est capable de comprendre. C'est celui qui fait en sorte que les équipes aient envie de travailler ensemble, et tout l'inverse de diviser pour mieux régner. Voilà, donc c'est de trouver les synergies, c'est de modifier, c'est de trouver les bonnes personnes qui ont envie de développer des pans d'activité. Voilà, donc c'est un organigramme qui évolue, même si la direction a peu évolué. C'est d'arriver à trouver et fidéliser les collaborateurs qui deviendront demain, eh bien, ceux qui porteront DIMO. Il y a eu un recrutement qui a tout changé chez DIMO ? Non, il n'y a pas eu de recrutement qui a tout changé. Il y a eu des arrivées, comme je l'évoquais tout à l'heure, de plusieurs personnes. J'en citais 3, mais il y en a eu d'autres qui ont apporté beaucoup à DIMO. Personne ne doit être indispensable, et c'est vraiment l'effet équipe qui joue à plein régime. Voilà. Pas de star. Voilà, c'est les égos, et ça fait peut-être partie de mon rôle aussi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens ayant la trop grosse tête. Voilà, et c'est à mon sens pas le cas, de ramener les choses à l'esprit collectif, travailler ensemble pour réussir ensemble et gagner ensemble. Là, on va parler de stratégie. Comment est gérée la strat chez DIMO ? Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a ces sujets de vision partagée. Vous avez cette vision partagée avec des plans très définis. Vous êtes beaucoup plus opportuniste, ou c'est un mélange de tout ça. C'est à la fois, alors comme je t'évoquais, cette vision partagée, ça fait un moment qu'on ne l'a pas faite. Du fait des sessions, expliquer qu'on va se développer et qu'en même temps on ait des sessions, ça peut être un peu compliqué parce que par définition une session, on peut pas trop l'annoncer par avance. Alors, on appelle ce travail la vision 5 étoiles. Alors pourquoi 5 étoiles ? Parce que pour avoir travaillé avec un cabinet lyonnais, nous a expliqué que la vision 1 étoile, c'est l'entrepreneur tout seul qui, dans sa bulle, va trouver et imaginer ce que va être le futur. Il y a des entreprises qui sont organisées comme ça. Le patron est le seul décisionnaire sur ce qui va se passer. Donc ça, c'est pas nous, puisqu'on est déjà 6. Ensuite, la vision 2 étoiles, c'est celle où on va embarquer le COMEX. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Troisième, c'est la vision où on va élargir avec les managers, voire les collaborateurs. Et puis on va monter à 5e étoile où on va faire participer des parties prenantes, des clients, des partenaires pour lesquels on distribue les softs. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'avoir une vision collaborative pour arriver à dessiner la vision. Et puis cette vision, ensuite, elle va se décliner. Elle va se décliner. D'abord, les valeurs, on va les remettre en question. Est-ce que ce sont toujours les valeurs qu'on apprécie, les valeurs collectives que j'évoquais tout à l'heure, les valeurs de confiance notamment? Est-ce qu'on est aligné? Je vois beaucoup d'entreprises, malheureusement, où on parle de choses sur des sites web ou dans des discours, et on connaît ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, et on voit quelquefois des différences. Voilà. Donc, ce mot alignement est pour moi et pour nous quelque chose de très important. Et donc, on vient questionner tout ça pour s'assurer qu'on est bien dans la bonne direction. Et puis, ensuite, on va décliner tout ça en plan d'action et puis en objectif. Voilà, tout simplement.
Et du coup, ça passe sur la 5e étoile, ça passe par de l'écoute client. Oui, écoute client, on fait des focus group. Encore une fois, ça fait un moment, là, je te parle de choses qu'on a beaucoup faites par le passé. Et justement, le gars qui est en moi se dit, mais ce serait peut-être bien de refaire. Voilà. Tu as évoqué tout à l'heure la cession de filiales. Pourquoi tu as cédé des filiales? À quel moment? Quel a été le moteur de ces décisions assez importantes? Alors, il y a eu plusieurs sessions, 4 au total. Les raisons ont toutes été différentes. La dernière session, c'est donc la session de Dimo Mint, qui était une filiale pour nous d'environ 120 collaborateurs, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, spécialisée dans la GMAO, comme je l'évoquais tout à l'heure. Première acquisition 2002, deuxième acquisition 2009, et on a poursuivi comme ça, on a fait 6 acquisitions au total. Eh bien, il y a un appel qui a tout changé, et une banque d'affaires qui me dit, Jean-Paul, on se parlait depuis longtemps, il me dit, Jean-Paul, il y a quelqu'un qui est vraiment très intéressé par cette entité. Je dis, mais non, on n'est pas vendeur. Et au final, le 28 août de l'année dernière, nous avons signé la cession. Voilà. Avec un fonds d'investissement, en l'occurrence Kinsight, qui a fait l'acquisition. On a réinvesti à côté de Kinsight. Un nouveau CEO est arrivé, Thomas Bourgeois, voilà, qui fait un travail admirable pour développer cette nouvelle activité. Donc ça, c'est voilà une opportunité qui s'est présentée sur un marché sur lequel on avait fait du build-up. Un autre cas de cession fut un logiciel que nous avions acheté. Alors je dis bien un logiciel, une énorme erreur que nous avions réalisée, c'est-à-dire racheter un logiciel sans les équipes. Un truc, enfin à mon sens, qu'on ne fera plus jamais. Hein, les sachants du logiciel voulaient faire autre chose, bon, on aurait dû se poser des questions. Et donc on rachète un logiciel sans les équipes R&D, sans le commerce, en pensant peut-être qu'on allait faire mieux qu'eux, et ça a été une catastrophe. Donc on a remis à flot ce logiciel au prix d'efforts considérables. Je pense notamment à Christophe Gare, un de mes associés qui a sué, on le surnommait le pompier. Voilà, faire en sorte que les clients soient contents. Moi, j'avais appelé 10 clients avant la vente, ils étaient tous contents. Le lendemain de la vente, ils m'appelaient en me disant « Monsieur Genoux, ouais, il faut que je vous dise, c'est pas si rose. » Voilà. Donc, plus jamais on fera ça. Donc, on a scellé cette activité, on l'a confiant à un spécialiste du logiciel SAV, ce qui n'était pas notre cas entre SAV et GMAO. Il y a une grande différence et on n'a pas su performer. Voilà, typiquement un échec en tout cas, on n'a pas su performer sur ce segment d'activité. Quel a été le plus gros pari gagnant de Dimo? Écoute, on n'a pas vraiment fait de gros paris. Je pense que on est né à peu près en même temps que Google. Donc ça relativise beaucoup de choses. On est monté à 450 collaborateurs, on a regardé toutes nos activités, on ferait entre 70 et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est tout petit, et à la fois très gros. Très gros par rapport à les plus petits que j'admire, et très petits par rapport à des gens comme Google et bien d'autres. Donc non, on n'a pas fait de gros paris. Je crois que des bons pères de famille qui ont su construire une activité qui s'est développée tous les ans, sauf une année où on a fait 1% de décroissance. Sinon, toutes les autres années, on a depuis 95, on fait de la croissance et on fait du résultat. Et tout autofinancé. Pas de gros paris, des petits paris réussis. Pour la plupart. Et la plus grosse erreur stratégique? Celle que je t'évoquais, c'est microscopique. C'est une activité, on rachète un soft et on n'a pas les équipes, et ça a été vraiment beaucoup de sueur. Beaucoup de sueur parce que beaucoup de clients étaient dans le désarroi, on l'avait pas compris. Alors, on avait du mal à faire notre travail, et ça a malheureusement occupé pas mal de gens chez nous pour remettre à flot, parce que la satisfaction client, c'est un levier important pour nous. Moi, j'ai quelques indicateurs, c'est satisfaction client, notamment avec le fameux score NPS, Net Promoter Score, donc qui sont nos clients qui sont promoteurs. J'ai un deuxième indicateur qui est très important pour nous, c'est Glassdoor. J'aime bien voir si les collaborateurs sont contents. Et quand je suis en entretien final avec quelqu'un qui me dit je sais pas encore si je rejoins Dimo et tout, j'en pose la question. Je dis, est-ce que vous êtes allé voir Glassdoor? Il dit, mais Glassdoor, oui, non. Allez voir, vous verrez. La note est plutôt bonne et c'est plutôt satisfaisant. Et la troisième, c'est la note Banque de France. Je l'aime bien aussi. Voilà.
Donc, plus gros échec a été celui-ci. Voilà. Quel a été le moment le plus difficile pour toi ou pour Dimo? C'était j'imagine, la mort de Guillaume qui était un... Ouais, il n'y a pas... ouais. Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas plus difficile. Il n'y a pas plus difficile. Et malheureusement, je pense à Guillaume, mais je pense à une autre personne qui est décédée il y a 1 an et pour laquelle on était très proche. Donc la mort dans une entreprise est quelque chose de terrible. Voilà. Donc il n'y a pas plus difficile. Tout le reste, c'est du jeu dans le bon sens du terme. Hein. On joue pas avec les gens, mais c'est du jeu. On rachète une entreprise, on cède une entreprise, on décide de lancer une activité. Tout ça, c'est presque futile. À présent, on va passer à la partie anecdote. Dans une vie d'entrepreneur d'une 30aine d'années, il se passe des choses extraordinaires, d'une vie trépidante d'entrepreneur. Quelle est l'anecdote que personne ne croit? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais je n'ai pas d'anecdote là qui me viennent immédiatement à l'esprit. Comme je te dis, on n'a rien fait d'extraordinaire, et à titre personnel, je trouve que il y a pas le parcours est tout à fait voilà. Alors certains me disent mais non, c'est super. Je dis peut-être, mais rien de particulier. Ta plus grande fierté, néanmoins? Eh bien, la plus grande fierté, c'est quand je me retourne. Alors, je parle d'un point de vue professionnel, parce que d'un point de vue personnel, ce sont mes 3 filles, bien évidemment. Mais d'un point de vue professionnel, c'est d'avoir conduit cette entreprise, pas tout seul, en équipe. Ça, c'est déjà le premier challenge, d'avoir réussi. Et d'être aussi proche des associés. On a transformé ce travail en une amitié professionnelle. Hein. On part pas en vacances ensemble, mais on est proche et on s'entend super bien. C'est de voir des collaborateurs heureux et de voir qu'on arrive à développer en étant exigeant et en mariant tout ça avec de la bienveillance. La chose dont tu es le moins fier? Certaines sessions d'activité et surtout l'annonce quand tu dois annoncer au CSE et que peut-être tu vas utiliser une phrase ou un mot qui peut résonner très mal, et ça a été le cas, tu t'en veux, parce que c'est pas ce que tu veux faire, tu veux pas blesser, la décision tu l'assumes, mais la communication d'une session, surtout avec des collaborateurs qui adorent Dimo, c'est compliqué. Il y a un secret que tu dis à personne? Alors ça, je vais pas te le dire. On va parler à présent de ta posture de dirigeant. Comment tu te ressources? Écoute, je dors très bien la nuit. Donc ça, c'est un point important. J'ai pas la notion de stress, c'est une notion que je n'ai pas, en fait. Pas de sujet qui tourne en boucle. Donc dans le plaisir. Et le fait d'être dans le plaisir, je pense, te ressource naturellement. Sinon, j'aime beaucoup les balades. Voilà, ça c'est les balades en bord de mer, les balades en forêt. Voilà, donc des choses finalement assez simples. Comment t'as de nouvelles idées? Sous la douche. Ouais, la douche est un endroit particulier où je peux m'exercer à chanter, tu vois. Et puis non, mais c'est à tout moment, ce sont des rencontres. Tu te dis, mais oui, mais ça résonne ce qu'il me dit, mais pourquoi pas Ouais, donc en fait, ça vient un peu n'importe quand. Mais ça vient de l'envie de faire mieux, l'envie de continuer à développer. On a annoncé à tous les collaborateurs qu'après ce cycle de sessions, on a fait 3 sessions importantes en 3 ans et demi. Eh bien, qu'on allait repartir au combat, soit en rachetant une entreprise, soit en créant de nouvelles activités. Ça a créé du sourire auprès des collaborateurs. Et donc, on se jette un peu à l'eau, parce que si tu me poses la question, qu'est-ce qu'on va annoncer, je serais foutu de te dire à l'heure actuelle ce qu'on va faire. Par contre, les petits moteurs qui sont tout là-haut sont en train de travailler et sont à l'écoute. Voilà. Et puis, il y a une rencontre qui va s'opérer, je ne sais pas quand, c'est le mystère des rencontres. Il y a une idée qui va jaillir suite à une lecture et qui fera que ce sera tellement évident qu'il faudra le faire.
Tu as des personnes, des artistes ou des œuvres d'art qui t'inspirent particulièrement? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question. Il y a une personne alors, inspiré n'est pas le mot, mais auquel je pense quand tu me poses la question, c'est le général de Gaulle. Voilà, c'est ce personnage incroyable qui a fait que la France s'est relevée. Voilà, et je pense à lui. Je pense à lui très fort, souvent. Voilà, et son intégrité. Voilà, ce sont des choses qui pour moi résonnent beaucoup, et j'ai une énorme admiration pour le personnage. Comment ça se décline chez Limo? Eh bien, le mot intégrité, voilà, par exemple, intégrité, c'est l'exemplarité. Voilà, les 6 ont été sur le terrain de jeu, non pas comme des stars voulant absolument démontrer qu'elles étaient plus brillantes que les autres, mais à jouer avec les équipes. Voilà, donc c'est d'être exemplaire, de montrer le geste, souvent. La plupart des activités ont été lancées par les 6 en question. On essaie d'être exemplaire au quotidien. C'est pas simple, hein, mais en tout cas de montrer la voie, d'avoir la porte ouverte en permanence, qui fait que n'importe qui peut venir. Voilà, d'être simplement, de dire bonjour à tout le monde. Moi, j'ai un rituel qui est de passer dans les bureaux et puis de saluer. Voilà, de saluer, de dire bonjour aux femmes de ménage, avec toujours ce respect de toutes les personnes dans l'entreprise, toutes les personnes. Tu as une routine particulière en tant que dirigeant? Eh ben, celle que je viens d'évoquer, c'est de passer dans les bureaux et de saluer. Voilà, c'est vraiment c'est la routine qui fait qu'on ressent des choses et on transmet un sourire, tout simplement. Quelle est ta plus grosse frustration en tant que dirigeant? Honnêtement, j'ai pas de frustration. Je vois pas ce que je pourrais. Je vois pas ce que je pourrais te dire. Est-ce que tu as une singularité, ou en tout cas, Dimo a une singularité particulière? J'imagine que oui, mais comment tu la décrirais? Écoute, alors, c'est peut-être, hier j'étais en entretien recrutement et on me le dit souvent, on me dit, mais quand on arrive chez Dimo, quand on nous fait patienter, c'est presque un rituel chez nous, on fait patienter 5 à 10 minutes les candidats, alors quand il s'agit de clients peut-être un peu moins, mais on a besoin de voir si ces potentiels salariés ont une appétence et reçoivent l'accueil. Les collaborateurs, sans qu'on leur passe le moindre mot, disent bonjour, sourient, posent la question, est-ce que vous voulez un café, donc quelque chose de naturel. Et quand je vais visiter des entreprises, je vois la même chose ou pas. On sent très très vite l'ambiance qu'il peut y avoir dans une entreprise en restant 10 à 15 minutes à l'accueil. Donc chez Dimo, il y a quelque chose qui est particulier là-dessus. Particulier. C'est pas une comédie, c'est, je pense, la plupart, parce qu'on peut pas dire tous les collaborateurs sont bien ou sont impliqués, mais je crois que il y a un esprit Dimo, vraiment. Et on a beaucoup de collaborateurs. Quand je dis beaucoup, hier j'étais aussi à la séance d'accueil des nouveaux, donc il y avait 11 nouveaux, et sur les 11, il y en avait 2 qui revenaient chez Dimo après avoir fait un séjour dans d'autres entreprises. On va parler un peu d'engagement. Toi, tu es engagé dans différentes choses, Digital League, l'école 42 à Lyon. Guillaume était également engagé dans 60 000 rebonds. Et on voit que beaucoup de dirigeants sont très engagés dans leur territoire, dans leurs écosystèmes. Pour toi, quelle est la place de l'engagement en tant que dirigeant et pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi je fais ça? Pour ce qui est de Digital League, Jean-Michel Bérard, le patron d'Esker, m'invite à déjeuner il y a 5 ans et me dit, Jean-Paul, j'aimerais bien que tu prennes ma suite comme coprésident, puisqu'on est 2 avec Frédéric Perrard, coprésident de Digital League. Je lui ai dit, écoute Jean-Michel, avec
toute l'admiration que j'ai pour toi, je vais réfléchir quand même, mais tu me fais un cadeau incroyable. Donc, il m'a fallu une nuit quand même. J'aime bien prendre une nuit tranquille. Et je lui dis, ok, banco. Et il se trouve que cette année-là, la présidence de l'école 42, qui a été créée par 3 associations, Minalogic, ENE et Digital League, passait de l'ENE à Digital League. Et donc, je me suis retrouvé avec une deuxième association, mais sans le savoir, que j'allais présider. Et je dois dire que ça a été une inquiétude, là, pour le coup, oui, un peu. Stress, peut-être pas, mais inquiétude. Une école avec un peu plus de 300 étudiants, en mode associatif, donc ça veut dire équilibrer les comptes tous les ans. Et très rapidement, cette école m'a donné des coussins d'air sous les pieds, dans le sens où ces jeunes et moins jeunes, puisqu'on a de la reconversion, sont admirables. Il y a beaucoup qui étaient en dehors du système scolaire et l'école 42 permet de les faire revenir et de leur permettre d'accéder à un diplôme. Alors c'est pas le cas général, mais il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et de dire, on va mettre une ambition sur l'école. On est passé de 360 apprenants à presque 700 apprenants en 5 ans, tout en allant voir les entreprises et en leur demandant du financement, en l'occurrence du mécénat, puisque l'école ne pourrait être équilibrée sans l'aide de la région qui nous donne de quoi financer le loyer et plusieurs centaines de milliers d'euros qui viennent de mécènes qui ont bien compris l'œuvre sociale, entre guillemets, de cette école, qui en plus permet au territoire d'avoir des ressources qui viennent nourrir les entreprises du digital et les entreprises qui utilisent du digital. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'engagement social, tu l'as souligné, Guillaume était très engagé. Hein. Il a été celui qui a créé sur Auvergne-Rhône-Alpes le réseau Entreprendre, puisque c'était son oncle qui l'avait créé à Lille. Et puis ensuite, 60 000 rebonds. Je dirais que c'est presque naturellement, avec un exemple proche, puisque nos bureaux ont toujours été très très proches, eh bien de s'investir. Et je regrette que certains ne le fassent pas, hein, pas assez à mon goût, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise, c'est la grande majorité qui s'investissent. Voilà, et ça fait beaucoup de bien au territoire sur tellement de sujets. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas, mais je crois que l'image du chef d'entreprise dans la tête de beaucoup, quelqu'un qui aime amasser peut-être de l'argent, diriger, mais je crois que les chefs d'entreprise ont un grand cœur, voilà, et souhaitent faire en sorte que le territoire se porte bien, voilà, et donc donne du temps. Moi, je me rends compte, beaucoup de nos clients et beaucoup de dirigeants de belles PME et de TI, voire la majorité, sont très investis dans des associations. Je pense à Benoît Nseba, qui était patron régional d'Handicap International, je pense à Vincent Giraudot, qui a une fondation. Enfin, c'est quelque chose d'assez commun. Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de donner du temps. Et ça te fait du bien sur ta propre activité, ça te fait prendre du recul. Donc non, mais moi je prends énormément de plaisir avec cette école. Et en plus, fixer cet objectif il y a 5 ans de monter à 700 apprenants, puisque en fait la question que j'ai posée en arrivant, c'est combien pourrions-nous avoir d'élèves dans cet espace physique ? On pourrait monter à 700. Voilà, l'objectif c'est 700. Il faut maintenant qu'on aille trouver le pognon pour faire que cette école fonctionne avec 700 élèves, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins sur le territoire. Et il y a des jeunes qui cherchent ce type d'école. Samedi dernier, j'étais au check-in, qui est une des étapes avant de rentrer dans l'école. On parle souvent de la piscine. La piscine, c'est 26 jours. Donc, je connais pas d'examen qui dure 26 jours. 26 jours. Et je ne sais pas si je vais rentrer à l'école 42. On prend à peu près un tiers des postulants, sachant qu'il y en a un tiers qui abandonnent. Alors, ils disent, oh là là, il y a trop de travail, c'est pas fait pour moi. Et puis on prend 1 sur 2 restant à la piscine. C'est super intéressant de voir ces jeunes et moins jeunes, avec les familles, les parents qui disent, mais qu'est-ce que c'est cette école gratuite? Ça c'est bien, mais sans prof, c'est bizarre quand même, ça marche comment? Voilà, c'est une école sans prof,
qui fonctionne bien et qui peut-être qui est peut-être précurseuse, et il y aura peut-être effectivement à faire évoluer, et il y aura certainement à faire évoluer le système éducatif en France, qui est trop rigide et qui ne convient pas certainement à beaucoup d'élèves. Quelle place pour la transmission ? Alors la transmission, il y a plusieurs niveaux de transmission. Si tu parles de la transmission de Dymo Software dans le futur, puisque on a tous entre 55 et 63 ans, voilà. Je parle des associés fondateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'un salarié sur deux chez Dymo est actionnaire de l'entreprise. Donc, ce qui représente à peu près 11% du capital. Cette transmission, elle va se faire tranquillement, puisqu'on a pensé avec les associés en se disant, que je sois dans l'entreprise ou plus dans l'entreprise, c'est pas grave. La preuve, sur les 5 associés, eh bien, il y en a 2 qui ont quitté l'entreprise, voilà, pour différentes raisons, et qui font autre chose, mais qui sont restés actionnaires. Donc maintenant, ça va être de se mettre dans une posture progressivement d'associés actionnaires, et sans être investi au quotidien dans l'entreprise. Donc, de changer de posture. Ça veut dire accompagner peut-être des personnes qui sont présentes dans l'entreprise, peut-être recruter des personnes extérieures pour venir piloter collectivement cette entreprise. Voilà, c'est un travail qui n'a pas d'urgence aujourd'hui, parce que certains d'entre nous, je pense à moi en particulier, n'ont pas envie de quitter l'entreprise tout de suite, et donc ce travail se fait tranquillement. Mais on serait très fiers d'avoir Dymo Software demain présent, remonté à X centaines de collaborateurs en France, à l'international, voilà, très très fiers. Et il n'y a rien qui nous oblige à rester à 180 collaborateurs ou à diminuer. Donc, on est partant pour poursuivre la construction. Pour continuer sur le sujet de la transmission auprès d'autres entrepreneurs ou de jeunes, comment tu fais ? Autre axe de transmission, c'est la transmission. Tu veux parler de comment je transmets finalement mon savoir. Exactement. Écoute, ayant un peu moins d'activité qu'il y a quelques années, 3-4 ans en arrière, je donne du temps, tout simplement. Alors, je veux pas trop le dire parce que je suis déjà bien occupé, mais des personnes qui seraient en recherche d'emploi, des personnes qui... j'ai eu un exemple il y a 2-3 jours, quelqu'un qui est au Canada, à Montréal, un Français qui veut revenir sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça fait 15 ans qu'il a quitté la France. L'écosystème, il ne le connaît pas. Voilà, une de mes activités préférées, c'est de mettre en relation des personnes. Et pourquoi pas faire en sorte que ça puisse matcher et que l'entreprise qui est en recherche trouve un super profil. Pour des jeunes, ça va être aussi de les aider, de les orienter. Donc, prendre du temps sans avoir une arrière-pensée de se dire ça va me rapporter quelque chose. Voilà, c'est donner tout simplement. On va terminer cet entretien par les questions tac au tac. Bureau 7h ou dîner à 21h ? Les deux. Alors 7h, pendant beaucoup d'années, c'était même avant 7h. Et voilà, donc non, là, le rythme, c'est plutôt 7h30, 20h, et puis pas mal de dîners, donc ça peut aller bien au-delà. Ton application smartphone préférée ? Alors, c'est une très bonne question. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami qui m'a permis de faire plein de choses, qui m'a permis de trouver des entreprises à racheter, qui m'a permis de trouver des fournisseurs, qui m'a permis de trouver des collaborateurs. Et c'est quoi cette... Elle est superbe. Et elle fait quoi Elle s'appelle LinkedIn. Ah, évidemment. 1 milliard de personnes. Et donc, c'est ce que je dis à mes équipes commerciales, souvent en leur montrant le cahier que j'avais à l'époque, donc en 92, 93, 94, un cahier où on notait les prospects, les clients, etc. À l'heure du digital, en 3 clics, on est capable de parler à n'importe qui dans le monde. Les acquisitions que nous avons faites, la dernière notamment en Angleterre et l'avant-dernière en Irlande, merci LinkedIn. Ton livre de chevet ?
Alors, je te parlais du général de Gaulle tout à l'heure. Dans ma magnifique bibliothèque, alors pas sur la table de nuit, mais j'ai les mémoires du général, mémoires de guerre du général de Gaulle, donc j'aime bien lire quelques pages de temps en temps. Le livre que t'es le plus offert? Un livre qui date de l'an 1000, Sun Tzu, L'art de la guerre. Voilà, tellement d'actualité. Et c'est juste incroyable de se dire que déjà à cette époque-là, c'était plus que pensé, et pas que la guerre. L'acte commercial, l'acte entrepreneurial peut se nourrir de plein de sujets. Donc c'est bien de reprendre une page ou deux de temps en temps, voire de lire un chapitre. Ta méthode pour déconnecter? Cinéma, théâtre, balade, prendre des douches, me faire masser, j'adore ça, voilà. Plus de cash ou plus de temps? Plus de plaisir. Recruter un génie ingérable ou quelqu'un d'un peu moins bon, mais ultra fidèle? Les deux, moi je recrute les deux, c'est la différence qui fait l'équipe. Quelle est la PME ou l'ETI que tu admires en secret? Alors, il y a une chose souvent je me dis, bon, on fait du digital, du software. Il y a un truc qui me manque, c'est le concret, quoi. C'est la chose qui peut être achetée physiquement, voilà. Moi, je suis rouennais d'origine, pas de Rouen, de Roanne, 80 km de Lyon. Je suis stéphanois, donc ça me parle. Ah bah bravo, c'est bien, tu vois. Et il y a une maison que j'aime beaucoup à Roanne. Et je suis pas sûr que tout le monde sache que ce produit vient de Roanne. C'est la maison Pralu. J'étais sûr que tu allais parler de ça. C'est vrai ? Ah, parce que je suis gourmand. Je suis très gourmand. Et moi, j'ai été biberonné par la praluline, quand j'étais gamin. Et quel bonheur de voir cette entreprise se développer avec cette qualité de produit, de voir la queue devant les boutiques. Voilà, donc... Et pas qu'à Lyon, il y a les Lyonnais qui font semblant de dire que Pralu est lyonnais, mais il reste rouennais. Et ce qui est incroyable, c'est que cette queue, on la voit aussi à Paris ou dans toutes les boutiques qu'il y a un peu partout. Ben moi, mon souhait, c'est qu'il y ait la queue de partout. Quel pire conseil que tu as reçu? N'y va pas, c'est pas possible. N'y va pas, c'est pas possible. J'ai un exemple très concret là. J'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, mais tu sais, Jean-Paul, tu n'es pas connu dans ce domaine-là, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Bah, en fait, ça a plutôt tendance à m'exciter, tu vois. Donc, voilà. Demain, tu repars de zéro avec 1 000 € en poche. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je ne vais pas faire, c'est aller au casino. Voilà, je ne suis absolument pas joueur. J'ai 1 000 € en poche. Admettons que ce soit le petit Jean-Paul d'il y a 25 ans. Avec ce que je sais, eh bien, je vais chercher un associé, voire des associés pour lancer quelque chose. Moi, j'aime le collectif. Et le faire avec et gagner ensemble, c'est top. Donc je pense que c'est ça, c'est avec quelqu'un qui est un ami ou pas, en tout cas quelqu'un que j'admire. Je pense qu'une des clés, peut-être comme en amour, c'est d'admirer l'autre. Voilà, quelqu'un que j'admire, avec qui forcément il y a des valeurs communes, et de se dire on va créer quelque chose ensemble. Voilà, et j'ai en tête... Et j'étais avec eux hier soir, je suis rentré à 23h30, donc au-delà des 21h. Et j'ai 2 amis lyonnais, entrepreneurs, et j'adore leur couple. Voilà, ils sont fondateurs d'une entreprise qui s'appelle Hamilton, Jérémy et Damien, et j'aurais aimé vivre leur aventure d'une certaine façon. Voilà, et ils sont pour moi... l'exemple finalement d'une belle réussite, d'une très belle PME et cette envie et cette complémentarité. Voilà, incroyable. Merci Jean-Paul, merci à tous de nous avoir suivis.
On vous donne rendez-vous pour un autre entretien avec un dirigeant d'ici un mois. En attendant, vous pouvez vous abonner sur la newsletter de C-Lever sur c-lever.fr. Et également, on a des podcasts beaucoup plus courts sur des sujets techniques qu'on fait avec des experts que vous pouvez également suivre sur toutes vos plateformes préférées. À très bientôt.